rebonjour, donc les aléas du direct, mais voilà, donc je disais, le format reste inchangé, on échangera durant 1 heure, 45 minutes sur notre thématique, et puis ensuite nous répondrons à vos questions que vous pouvez du coup poser dans le chat. Je suis Stéphanie Chapman, responsable du DAVA de Lille. Le DAVA, dispositif académique de validation des acquis. Nous avons 2 missions. Une mission de certificateur dans la notification des recevabilités pour les diplômes de l'éducation nationale, et puis une mission d'architecte, accompagnateur de parcours, donc pour accompagner et guider les candidats qui se positionnent aujourd'hui sur le parcours VAE. On va pouvoir continuer la discussion. Donc, on était sur les évolutions avec toi, Olivier, Oui, effectivement. Donc, deuxième texte qui a été publié, c'est l'arrêté du 3 juillet 2025 qui concerne le rôle et le fonctionnement des architectes accompagnateurs de parcours. On revient sur cette innovation de la réforme qui est le mot d'architecture, celui qui va dessiner le parcours d'accès à la VAE. Et donc, nous avions inscrit dans l'expérimentation des CGU sur les droits et devoirs des accompagnateurs. Eh bien, nous l'avons transcrit dans un texte, dans un arrêté, qui permet de repréciser cette notion de modularité de parcours personnalisé, encadré et traçable. Bien évidemment, la qualité de l'accompagnement est garantie par Calliope VAE, qui est obligatoire pour faire un accompagnement à la VAE. Et puis, cet accompagnement, c'est la nouveauté, précise, bien évidemment, il est en amont de la recevabilité, c'est-à-dire qu'il permet à l'accompagnateur, avec son candidat, de réfléchir sur le choix de la diplomation, la trajectoire professionnelle du candidat, et que le choix de la bonne certification, et donc c'est un point essentiel pour nous, ce travail en amont, avant de démarrer, bien évidemment, son dossier de faisabilité. Et enfin, petite précision pour mémoire, l'accompagnement reste optionnel. C'est-à-dire que la loi permet à tout citoyen de faire une démarche de VAE avec un dossier en autonomie, sans accompagnement, donc sans financement, et donc déposer son dossier de faisabilité auprès d'un certificateur. C'est plus difficile, c'est plus hasardeux, mais tout citoyen peut aujourd'hui aller au tribunal sans avocat, et donc tout citoyen peut aussi aller faire un parcours VAE sans candidat. C'est pas forcément la solution qu'on recommande, mais cette possibilité existe, et donc les certificateurs peuvent avoir des dossiers de candidats non accompagnés. L'accompagnement est vivement conseillé quand même. Plus que vivement conseillé, notamment pour les premiers, deuxième niveaux de qualification. Enfin, on n'a pas de sujet là-dessus, mais c'est un arbitrage qu'on a perdu à Matignon, et l'autonomie de chaque citoyen de faire par lui-même laisse cette possibilité-là. Oui, parce que comme tu l'as dit, on est bien dans une logique de parcours et de projet, et peut-être plus dans une logique de « je reconnais ce que j'ai fait avant ». Voilà. On est vraiment sur une projection de retour à l'emploi, de mobilité. C'est exactement ça. Et le dossier de faisabilité est un travail de positionnement sur sa pratique professionnelle en lien avec l'exigence du certificateur découpé par bloc et par activité. C'est-à-dire que l'auto-positionnement, l'auto-réflexion, sans un regard un peu professionnel extérieur, me semble toujours un peu limite. Je prends un exemple très simple. On sait tous changer une couche d'un enfant ou d'une personne âgée parce qu'on l'a fait pour nos vieux parents. Est-ce que ce geste que nous faisons dans un cadre tout à fait personnel est le même geste qu'on doit faire dans un cadre professionnel? Et donc, des fois, de se dire, oui, je sais faire, je sais faire, je sais faire à manger, ça c'est sûr, mais je ne sais pas cuisiner dans un restaurant. Et donc, c'est tout ce travail de positionnement qui fait que le rôle central de l'accompagnateur, d'interroger, de fonder la qualité de l'expérience, la diversité d'expérience, bloc, par activité, c'est ça qui est essentiel dans la réforme. Donc, l'autonomie, elle est intéressante, je dirais, pour des candidats qui ont déjà un niveau de réflexion très élevé, sur des formations plus transverses, etc. Bon, la loi prévue comme ça, donc elle s'applique pour tous. Et donc ça fait partie des difficultés qu'on a, mais nous on insiste beaucoup sur le rôle essentiel des accompagnateurs VAE. D'ailleurs, les candidats s'y trompent pas dans l'enquête que nous avons faite auprès de à peu près 10 000 candidats en fin de parcours. Le rôle de l'AAP
est jugée fondamentale par les candidats à 87%. Donc cette nouvelle fonction qui existe, eh bien, elle a pris sa place auprès des candidats. Ça permet d'éviter de les laisser seuls, de les laisser en interrogation, de partir sur une mauvaise piste ou d'une autre piste et d'explorer les champs des possibles. Peut-être un petit focus sur l'assouplissement du congé VAE aussi, qui aujourd'hui a une durée doublée, un préavis réduit, un délai de réponse par écrit et une extension au CDD. Donc avec cet assouplissement, on voit qu'on essaie de faciliter, de mettre de l'huile dans les rouages pour que la VAE soit accessible à un plus grand nombre. Et dans l'accord paritaire qui a été signé et publié au JO dans le cadre de la loi sur la transition professionnelle, ce rôle de congé VAE, ce travail, on a remis la VAE dans l'espace de transition professionnelle que vont renégocier branche par branche les entreprises, et donc avec une mobilisation du congé VAE, la prise en compte de la VAE dans une logique de parcours et de transition professionnelle. On est vraiment dans la philosophie actuelle de la trajectoire et de l'employabilité des salariés. Alors sur notre présentation suivante, donc quels sont les bénéfices de cette simplification, puisqu'on reste dans un objectif de simplifier la VAE. Alors pour les candidats, cette plateforme unique qui est finalement un guichet d'entrée, je veux faire une VAE, je me renseigne sur France VAE, je trouve toutes les informations dont j'ai besoin, donc permet de faciliter la lisibilité, permet de faciliter l'accès. Aujourd'hui, on est, alors je pense, à plus de 930 certifications, ça change tous les jours, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de certifications qui sont sur ce portail. Une prise en charge facilitée, comme tu le rappelais, Olivier, au démarrage, donc des parcours grâce, entre autres, au CPF, et une simplification et une accélération des démarches de par l'accompagnement que le candidat peut avoir. Effectivement, on essaie de lui simplifier toutes les étapes pour pouvoir accéder au jury et à une validation de certification. Est-ce que tu veux évoquer un petit peu les finances? L'idée quand même de la plateforme, c'est pas de dénaturer la qualité de la diplomation. On n'est pas là pour distribuer des diplômes ou des titres à visée professionnelle, c'est de simplifier toute la partie administrative amont et aval de l'accompagnement. On a gardé de manière extrêmement centrale ce travail de réflexion, de positionnement du candidat et d'écriture et de réflexion. Par contre, l'idée, c'est que tous les certificateurs, privés, publics, aient le même espace, puisqu'aujourd'hui, chaque certificateur faisait un peu ce qu'il voulait et le candidat essayait de chercher les informations. Donc ce rôle de la plateforme, ce n'est pas de distribuer des diplômes, c'est que le candidat puisse avoir un accès à l'ensemble des certifications possibles et imaginables et possibles avec son expérience professionnelle sur un seul endroit et réaliser tout le travail administratif sur cette plateforme. Nous ne sommes pas loin des 1000 certifications. On a une grosse mise à jour aujourd'hui, donc on s'en approche. Ce qui veut dire qu'à peu près toutes les certifications aujourd'hui demandées par les candidats, à 98%, sont déjà accessibles sur France VAE. Il nous manque quelques certificateurs, l'enseignement supérieur public parce que on a des problèmes de codage et de gestion des parcours avec le RNCP, puisque l'enseignement supérieur ne dépose qu'un référentiel RNCP pour un diplôme, alors qu'il peut y avoir 30, 40, 50 parcours. Le ministère de la Culture, de l'enseignement supérieur, les diplômes de la culture portés par l'Éducation nationale qui sont en refonte, mais globalement, nous n'attendons plus beaucoup d'autres nouvelles certifications à l'exception de ces précités. Et puis nous intégrons massivement les titres à visée professionnelle, les CQP des branches professionnelles. Cette semaine arrivent les 80 certifications de la métallurgie. Sont arrivées cette semaine aussi les certifications de l'agroalimentaire. Et donc l'idée, c'est que le candidat puisse choisir entre un titre à visée professionnelle, un CQP, un diplôme de l'éducation nationale, un titre privé, et que son choix soit bien intégré. Donc les financements, même chose, il y a le CPF, mais l'idée, c'est que les entreprises aussi puissent accompagner, dans le cadre de projets collectifs, on en parlera tout à l'heure, la transition professionnelle de leurs collaborateurs, et puis les AT Pro, bien évidemment, les OPCO avec les politiques de branche et les branches. Et donc, l'idée, c'est que les financements soient le plus clair possible pour les candidats. Alors, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, les financements, pour les AAP aussi. et pour les AAP en même temps.
Et il nous restera la part de l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec France Travail dans les territoires où là, effectivement, chaque région et chaque région, Conseil régional et France Travail sont en cours de négociation. À sa politique et en cours de négociation. Mais l'idée, c'est de simplifier le plus possible et que ce soit le plus transparent possible. Alors sur les bénéfices pour l'AAP, c'est comme tu le rappelais tout à l'heure Olivier, un encadrement des missions et on est bien effectivement sur un accompagnement tout au long du parcours, dans le choix de l'assertif, pour le financement. L'idée c'est vraiment de pouvoir simplifier cette démarche, la démarche auprès du candidat. En tant qu'AAP, d'avoir aussi un accès à un vivier élargi de candidats, puisque aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on n'est pas AAP sur une certification en particulier, mais on accompagne sur un domaine, un code, une filière. Avec une information aujourd'hui. Comment ? Avec une information nouvelle aujourd'hui, on en a parlé tous les trois. Je pense qu'il faut le préciser. Oui, sur le référencement des architectes accompagnateurs de parcours, pendant l'étape de préfiguration, nous avons référencé sur un niveau de certification par domaine et sous-domaine. Je suis un spécialiste des niveaux CAP du secteur sanitaire et social, ou plus précisément du secteur santé. Depuis lundi, vous pouvez modifier votre paramétrage pour être encore plus précis. Dans le secteur santé, vous allez jusqu'au paramédical, jusqu'au médical, ce qui veut dire que le candidat, quand il va choisir son accompagnement, soit il prend un accompagnateur du niveau général, du niveau du domaine, du sous-domaine ou du sous-domaine. Ça, c'est une réelle avancée. C'est une réelle avancée parce qu'on ne pouvait pas la faire avant tant qu'on n'avait pas une volumétrie de diplomation importante parce qu'on voulait voir comment ça réagissait. Ça allait s'articuler. On est toujours, vous savez, dans un mode itératif chez France VAE depuis notre création, donc on ne code pas, on ne fiche pas un process tant qu'on ne l'a pas un peu éprouvé. Et donc là, depuis lundi, vous pouvez aller modifier vos paramétrages dans la plateforme. Vous avez tous les AP ont reçu un mail et on va un peu vous embêter avec ça pour que vous le fassiez parce que derrière, nous allons aussi modifier les critères de sélection du candidat. Il va pouvoir faire comme sur Booking, choisir des options de modalités d'accompagnement, outre l'accompagnement en distanciel, en présentiel, il va pouvoir aussi choisir le domaine, le sous-sous-domaine et le sous-sous-sous-domaine. Et donc les listes d'AP se verront simplifiées et réduites. Réduites parce que là, il a pléthore de choix. Il a encore beaucoup trop de choix. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, en sachant que les critères sont précis et que c'est un tirage au sort par liste de 12 avec une formule. Il n'y a pas de privilège. C'est une formule mathématique, comme le loto. Et donc, l'idée, c'est que le candidat puisse aussi affiner un peu les choses. Même chose, puisque le portail est réflexif candidat AAP pour le portail entreprise dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que la sélection peut se faire par critères pour l'entreprise. Et donc plus vous êtes précis, plus votre offre de service est précise. On va vous demander très bientôt de savoir si vous voulez développer une offre de service sur les projets collectifs. Eh bien, il faudra aussi aller modifier votre portail. Donc je vous invite quand même régulièrement à lire nos newsletters quand vous êtes AP, les mails qu'on vous envoie, parce qu'à chaque fois, on vous fait des nouvelles fonctionnalités et que c'est dommage de ne pas aller paramétrer régulièrement vos portails. C'est ce qu'on se disait en préparant le café VAE. En sachant qu'effectivement, France VAE aujourd'hui, en quelques mots, c'est 120 à 150 000 visites par mois. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a démarré à 30 000, aujourd'hui on est à 120 150 000 visites par mois. On a un taux de dépôt de dossier qui a franchi la barre des 5 000 candidats par mois et à quasiment 7 000 dossiers déposés en recevabilité par mois, ce qui veut dire que grosso modo l'objectif que nous étions donné de 100 000 parcours à la fin de la mandature, vraisemblablement qu'on sera à 100 000 parcours engagés par an assez rapidement. C'est-à-dire que l'effet portail et centralisation de la donnée a un impact extrêmement important. Il faut aussi que vous sachiez que avant la réforme, 70% des demandes de VAE étaient tournées autour du grand champ du secteur sanitaire et social. Aujourd'hui, 43% des demandes des candidatures sont des nouvelles certifications. C'est-à-dire que on voit bien que l'élargissement des certifications, le fait de mettre toutes les certifications sur un même niveau, donne des appétences aux candidats et qu'on n'est plus
uniquement concentré sur le secteur médico-social, c'est-à-dire que la progression ne se fait pas sur le secteur de la santé du médico-social, mais sur les autres certifications, qui donc du coup qui va baisser un peu. Alors les bénéfices, je reviens un petit peu en arrière parce que du coup on avait un petit focus après sur la plateforme, mais tu as déjà donné beaucoup d'informations, mais les bénéfices pour les employeurs. Béatrice, est-ce que tu peux, voilà, toi qui gères des accords cadres. Accords cadres au national et des entreprises qui souhaitent pour, on va dire, un ensemble de salariés avoir, je dirais, une entrée spécifique. Les bénéfices pour l'entreprise, pour moi, la validation des acquis, ça reste un levier pour permettre d'avoir la visibilité des compétences de l'entreprise. On parle d'une cartographie des compétences. On accompagne les salariés à grandir dans l'entreprise. L'entreprise, elle fait des choix stratégiques en fonction de l'évolution de son produit, de son système économique et la validation des acquis pour avoir déjà participer à de belles réussites et un réel levier. Je pense qu'elle reste encore méconnue. Alors le fait d'avoir cette entrée sur le portail VAE Collective avec une visibilité des cohortes, parce que je pense que ça c'était un manque, c'est une réelle plus-value. Le congé, comme tu le disais Stéphanie, qui est étendu. L'investissement de l'entreprise, déjà simplement par le congé, peut être gérer une plus-value. Et sur le financement CPF, l'entreprise, elle n'a pas de minimum en abondement à intégrer dans le parcours du candidat, et ce qui lui permet de ne pas financer son reste à charge de 102,23 €. Alors, tout bénéfice pour moi au niveau de l'entreprise. Ça permet de renforcer les partenariats, tu l'as écrit, avec les projets de territoire, puisqu'une entreprise, elle est intégrée dans son territoire. Et le salarié, à partir du moment où il a réussi, c'est l'ambassadeur pour les autres. Ça veut dire qu'on peut démarrer des VAE collectives avec peu de salariés. Pour autant, ces salariés, il faut les valoriser. Ils deviennent ambassadeurs et on ne dit pas « c'est quelqu'un qui m'a dit que ça fonctionnait », c'est bien le salarié de l'entreprise. Je le dis parce que j'ai échangé avec un futur client, on va dire, de VAE collective au national. Et ça, ce n'est pas dans l'idée. Alors, si on a des entreprises qui nous écoutent, même si c'est peu au départ, ça donne envie. On a un ambassadeur et après, on permet à l'ensemble des salariés de se positionner et on a le retour de salariés qui, parce qu'ils ont réussi à obtenir une certification, ont envie encore de grandir dans l'entreprise et vont encore se professionnaliser et encore évoluer dans leur parcours professionnel. On est vraiment sur la notion de parcours. Moi qui fais de la VAE comme Olivier depuis 20 ans, l'idée c'est pas je choisis ma certification sur le portail France VAE et j'ai obtenu ma certification, ça s'arrête là. Aujourd'hui on est bien sur un projet VAE et l'entreprise elle a vraiment à porter ce dispositif. C'est important ce point-là parce que la VAE est toujours considérée comme un outil du salarié. On est d'accord. La volonté du législateur, et puis telle qu'on l'a travaillé avec nos partenaires, avec les entreprises, avec les branches, de faire de la VAE un outil de la codécision au même titre que le compte personnel formation. On peut le garder à titre personnel, mais on peut aussi le garder, le porter dans le cadre d'une politique de développement des compétences. C'est vrai que le réseau des DAVA avait une expérience folle sur le projet collectif, que tous on a essayé de monter des projets collectifs et que c'était une galère administrative à piloter, que là on a essayé de faire quelque chose de simple avec des outils de pilotage dont on parlera tout à l'heure pour stimuler l'offre de projets collectifs portés par un tiers, une branche professionnelle ou une entreprise. C'est vrai que c'est une vraie avancée et qu'on n'a pas forcément mesuré que cette réforme remettait la VAE dans les outils du développement des compétences portés conjointement par les employeurs et les salariés dans le cadre d'un dialogue social. Je vais me permettre encore une petite remarque par rapport à ces VAE collectives et avec le partenariat, la collaboration étroite avec les équipes de France VAE, puisqu'on est sur ce dossier VAE collective. Anticiper la notion de jury, mais on en reparlera après, mais c'est important. De penser parcours sur une certification pour un ensemble de salariés, mais tout de suite évoquer le jury pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà.
Donc on a évoqué donc cette plateforme France VAE comme un outil numérique, une entrée unique. Alors finalement, Olivier, en quoi cette plateforme elle permet vraiment une coordination entre l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, à la fois le candidat, le certificateur, on a parlé d'AP, voilà, en quoi cette plateforme est un outil de coordination, de pilotage même peut-être ? C'est d'abord un lieu unique, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve sur cet espace. Comme de manière plus ancienne, vous avez France Connect, où l'administration interagit avec le citoyen depuis son propre espace. Eh bien, le modèle de construction de France VE, c'est un modèle interactif, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'espace du candidat peut avoir un impact dans l'espace du certificateur, de l'accompagnateur et de l'entreprise demain. Ce qui veut dire que ce mode de fonctionnement met en lien automatiquement tous les acteurs. Plus besoin de sortir pour faire, la recevabilité est prononcée sur l'espace, la convocation des jurys est prononcée sur l'espace, les résultats des jurys sont communiqués sur l'espace et nous allons nous communiquer bien évidemment après à France Compétences pour alimenter le passeport compétences des citoyens quand nous aurons fait notre travail d'interopérabilité qui est un gros chantier. Mais globalement l'idée c'est ce qui est fait une fois n'est pas à refaire. France VE est un service public. Et toute l'équipe qui travaille sur France VE, on a à cœur que ce qui n'est pas utile pour nos concitoyens, on ne va pas le faire. On ne cherche à avoir que les informations utiles et nécessaires à la réussite du parcours. Est-ce que ça sert de demander des tonnes de preuves, des tonnes de machins, etc. Tout ce qui n'a pas de valeur et d'impact sur le parcours de la VAE a été supprimé. Et donc on a réfléchi plutôt citoyen que plutôt écosystème. C'est sûr que les certificateurs, il a fallu faire une transformation publique très importante sur leur process, sur leur organisation. L'uniformisation, c'est compliqué dans des grands ministères comme celui de l'Éducation nationale, mais Béatrice y travaille parce que c'est autant de pratiques que de DAVA, c'est autant de pratiques que de DRETS, autant de pratiques que d'universités. Et donc l'idée c'est que nos concitoyens ne se perdent pas dans ces pratiques diverses et complexes, et donc cette transformation publique des certificateurs est pour nous un point essentiel. Deuxième point essentiel, c'est le traitement de la data. C'est-à-dire que jusque maintenant, quand la DARES publie des statistiques, elles sont juste à peu près à 40%. Je dis qu'elles sont fausses à 60%. Mais au moins, c'est une base. Pourquoi ? Parce que la plupart des certificateurs, vous regarderez le jaune budgétaire qui a été publié là, au journal officiel il y a quelques jours, c'est à l'exception de tel ministère, à l'exception de tel machin. C'est-à-dire que globalement, la qualité de la donnée n'est pas bonne. Ça veut dire que le pouvoir public ne peut pas avoir une vision prospective de ce que c'est que l'outil VAE et comment il s'articule dans le cadre des politiques d'emploi, de formation, des branches et de France Travail, parce qu'on n'a pas de la data de bonne qualité. Donc l'objectif aussi de France VAE, c'est de pouvoir fournir, tel que l'a prévu les décrets, de la data à tous les gens qui en ont besoin, la data unifiée. Donc on sait que les parcours, eh bien, ils seront pilotés par numéro, par origine du champ conventionnel du candidat, par département, par lieu, etc., par typologie d'action de formation, d'accompagnement. Et donc notre objectif, c'est que l'État puisse avoir de la data pour émettre une politique. Ce qu'il n'a pas fait quasiment pendant 20 ans, puisqu'il n'avait pas de data. Et donc c'est un sujet pour nous extrêmement important, la qualité de la data. Et puis, deuxième sujet, c'est la professionnalisation des accompagnateurs VAE. On pourra t'en parler tout à l'heure, mais on a bien mis cette notion d'architecture complémentaire à l'accompagnement VAE parce qu'on tient beaucoup à cette phase, entre guillemets, d'amont d'une démarche VAE. On a encore trop de candidats aujourd'hui qui arrivent sur le portail mal informés. Ils viennent chercher de l'information qu'ils n'ont plus d'ailleurs sur les territoires, ce qui est un vrai sujet, on peut en parler aussi rapidement. Et de ce fait, l'architecte accompagnateur de parcours a besoin de ce temps de réflexion avec le candidat pour reposer la question de la trajectoire. C'est un point pour nous extrêmement important que les candidats aient une bonne information. Et vous trouverez sur le portail, c'est une de nos missions de service public, de l'information à jour, régulière, écrit en français de niveau baccalauréat. C'est-à-dire que ce qui n'est pas compris par les usagers n'est pas sur le portail. Même logique. Les textes sont expliqués, les procédures sont expliquées. Vous avez vu dans tous vos portails, si vous êtes AAP ou certificateur, des tutos, des notes,
écrit le plus simplement du monde, et tout est concentré sur un espace. C'est-à-dire qu'il y a une base documentaire publique, une base documentaire pour les certificateurs, une base documentaire pour les accompagnateurs, une base documentaire pour les entreprises avec des tutos, des PowerPoint. L'idée, c'est que ce soit facilitant et que ce soit compréhensible. Parce que quand on regarde les portails des anciens certificateurs ou des... Enfin, moi, je n'y comprenais rien. Même celui du ministère du Travail, je peux vous garantir qu'il fallait s'accrocher pour qu'il soit à jour et pour qu'il soit compréhensible, puisque le ministère du Travail, lui, il publie des textes, donc il écrit en droit. Le droit, ça doit s'expliquer. Et donc, ce travail de la ressource documentaire, c'est aussi un point pour nous extrêmement important. Et puis, la nouveauté, c'est le portail de VAE collective dont on parlera tout à l'heure, qui est pour nous une source extrêmement importante. Donc, la professionnalisation des AAP, et pour nous aussi, cette synergie que l'on fait avec des webinaires, avec des newsletters, elle est importante pour bien comprendre ce qu'on attend des accompagnateurs et ce que le législateur attend des accompagnateurs, architectes, accompagnateurs de parcours. Alors, on parlait du coup certificateur. Ouais. Alors, Béatrice, en tant que chargée d'études et d'évaluation VAE au ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale est quand même, selon les chiffres, le premier certificateur. Oui. Alors en quoi, comment le ministère s'intègre dans cette réforme Alors, je vais parler de mon poste, puisque je suis arrivée donc à la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, au 1er juillet. Et j'ai pris la succession de Norbert Jaouen, pour ne pas le citer, qui a fait valoir ses droits à la retraite. L'objectif de mon arrivée, dans la continuité de ce que faisait Norbert, c'est d'animer le réseau national des DAVA, dispositif académique de validation des acquis. Comme le disait Olivier, je rebondis sur les data, les données. On a, nous, notre système interne qui s'appelle IVAE et qui va être connecté au portail France VAE. Quand on dit tout sera sur le portail, mais en tant que certificateur, alors pour l'historique, je rebondis sur ce que tu disais Olivier, mais on a des données, mais là elles vont être connectées directement sur le portail France VAE. Et là je vais parler pour les collègues en DAVA certificateurs, on est amené à faire des doubles, des triples saisies aujourd'hui, parce que le candidat, il a un accès qui est facilité aujourd'hui. Pour autant, back-office certificateur, on s'est rendu compte avec les équipes et le travail des équipes en SI, Portail France VAE et l'Éducation nationale, qu'il fallait qu'à un moment, il y ait des données. Quand le candidat inscrit son nom, son adresse, ses coordonnées, s'il l'inscrit sur un portail, il faut que ce soit automatiquement transmis sur un autre portail. Là, pour les données, Olivier, je voulais rebondir sur cette idée. Et ça, c'est un gros chantier. Un gros chantier, c'est en cours. Je pense qu'on a encore un petit delta. Ça ne sera pas opérationnel de suite, mais pour les collègues qui nous écoutent et aussi les architectes accompagnateurs de parcours, bien comprendre qu'on est sur un grand système qui existait, qui est occupé de s'ajuster au portail qui sera ce portail unique. Nous, on est sur des échanges actuellement au niveau du ministère sur au 1er janvier 2026, comme tu l'as noté, on aura toutes les certifications du ministère de l'Éducation nationale qui seront intégrées au portail. Ça veut dire qu'on aura un choix. On n'aura plus la possibilité de s'inscrire sur un portail qui existait précédemment pour le ministère de l'Éducation nationale. Pour autant, on a la question des agents de la fonction publique, mais on arrivera peut-être, on en reparlera après, Olivier. Ça reste une interrogation par rapport à l'entrée. Notification de la recevabilité. Aujourd'hui, le candidat, accompagné ou non accompagné, obtient la notification de sa recevabilité. Là, on aura, nous, en tant que certificateur, la possibilité de recevoir directement le dossier de faisabilité. On n'a pas de délai. Je dirais qu'au niveau de l'Éducation nationale, on a à peu près maxi une dizaine de jours, je pense. Et encore, c'est un grand maxi pour obtenir la recevabilité. C'est relativement court. Le dossier de validation, une fois qu'il sera, aussi... à déposer, ça passera par ce système de dépôt automatique sur le portail, sur notre portail, on va dire IVAE, et ça arrivera sur le portail France VAE. Je pense que ça va simplifier, on va dire, le système.
Pour autant, comme le disait Olivier, l'AAP a tout son rôle. Et pour ma prise de fonction, moi je dirais que la communication à améliorer à notre niveau, c'est d'expliquer comment on s'organise au niveau de l'éducation nationale par rapport à des délais à respecter. Et je vais arriver sur les jurys. La possibilité d'obtenir un jury dans les 3 mois, on l'a bien intégré au niveau du ministère. Pour autant, dans l'action, on a affaire à des départements examen et concours qui aujourd'hui assurent déjà 2 sessions, une session de printemps, une session d'automne. On va tendre vers les 4 sessions, on en a déjà discuté aussi, Olivier. Les candidats qui vont être convoqués, on aura aussi ce système d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher les données, le candidat va recevoir sa convocation et au niveau des jurys, on aura une date. Et pour répondre à la commande, naturellement, pour obtenir le financement, avoir les documents qui vont bien pour permettre à l'architecte accompagnateur de parcours de bénéficier du financement via le compte personnel de formation. Alors, on a ajouté nos valeurs, Stéphanie, par rapport au réseau éducation nationale. Donc, les DAVA sont bien là pour notifier les recevabilités dans le cadre de leur mission régalienne, mais sont aussi architectes accompagnateurs de parcours. Et les valeurs de l'éducation nationale, on les porte depuis 20 ans et moi encore plus aujourd'hui. Engagement, puisqu'on est sur une égalité de traitement pour l'ensemble des candidats. Une amélioration continue. Alors là, on a un échange avec les équipes de France VAE tous les 15 jours. On a pris nos rendez-vous. Avec, pour le réseau national des DAVA, la possibilité de poser des questions en direct et des réponses, on va dire, dans l'immédiat. L'intégrité, l'objectif c'est pour le ministère de mettre en avant naturellement les compétences des candidats et comme je l'ai expliqué, porter le projet VAE. Un point sur le choix de la certification, ça n'est pas simple. Olivier, tu as parlé de le candidat s'inscrit sur le portail, il a déjà un premier choix, mais le certificateur, il est là à vos côtés aussi pour vous aider dans cette dynamique. L'AAP complète le dossier de faisabilité, mais n'hésitez pas, je dirais, à vous mettre en relation avec le certificateur. Le certificateur, son objectif, c'est de permettre de bien choisir la certification. L'AAP doit préciser aussi aux candidats que ça n'est pas si simple que ça, ce parcours de VAE, qui a un engagement de sa part. L'architecte ne va pas faire à sa place. Le certificateur va donner le droit d'entrée. Et aussi préciser que le certificateur, s'il n'accorde pas la recevabilité, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison et l'objectif pour le certificateur, et je pense que pour l'AAP, c'est vraiment d'être sur le projet du candidat et de permettre de réunir toutes les conditions de réussite. C'est-à-dire qu'on peut engager une validation partielle, on n'est pas obligé d'engager une validation sur l'ensemble des blocs de compétences. On peut choisir de faire une partie, une validation partielle et de revenir ensuite pour obtenir une certification dans son intégralité. Et c'est la relation entre tous ces acteurs qui va permettre aux candidats de bénéficier d'un parcours qui sera protégé. Et qui sera réussi, parce que si le candidat ne réussit pas, naturellement, en termes de résultats, autant pour le portail par rapport au nombre d'entrées, on aura peut-être des engagements, mais on n'aura pas de résultats. Et l'objectif, c'est de réussir, parce que des jurys qui reçoivent des candidats qui ont peut-être peu d'activités à présenter et qui viennent chercher une certification dans l'intégralité risqueraient peut-être de créer des déceptions et ce n'est pas l'objectif non plus. C'est-à-dire que vraiment on est sur notre rôle de certificateur et d'accompagnateur aux côtés des AAP, je dirais, et vous êtes nombreux, puisque j'ai posé la question, on est plus de 1200 ou 1300 AAP au national. L'entrée unique, mais comment je vais dire, à l'intérieur, pour le parcours, il faut absolument qu'on soit en liberté de questionnement et de réponse. Et on n'a pas les réponses à tout, parce qu'on a encore des problèmes techniques, mais on a tous l'objectif de réussite du candidat, en tout cas. C'est vrai, Béatrice, que l'expérience d'éducation nationale et la qualité du travail qui est fait depuis de nombreuses années sur la VAE vous a donné une cohérence. Et c'est vrai qu'on a toujours eu
le ministère du Travail, les statistiques de l'Éducation nationale, parce que vous avez un outil performant. Et globalement, le fonctionnement de l'Éducation nationale était très Éducation nationale, mais unique en son genre et pas, je veux dire, unifié au niveau de l'ensemble des ministères. Et c'est ça notre problème. C'est-à-dire comment on pilote du traitement de données avec des ministères qui ont des approches extrêmement différentes, voire divergentes, et comment on évite la double saisie pour alimenter les portails des uns et des autres. Et ça, c'est pour nous un point fondamental, parce que c'est un travail de longue haleine, le traitement de la donnée, et sur lequel, effectivement, on va s'atteler. Et c'est vrai qu'en termes d'expérimentation, on travaille notamment avec l'Éducation nationale et ses services pour commencer à travailler sur l'interopérabilité, mais ça fait partie de nos gros chantiers. Et puis, on tient beaucoup à ce que cette transformation publique se fasse interministérielle dans le cadre d'une bonne administration publique. J'aime beaucoup ce concept de bonne administration publique. Il y a les textes qui disent au minimum 3 mois, mais si on fait quelque chose de dynamique, et moi je peux comprendre qu'on ne fait pas un jury tous les 3 mois pour une certification où on n'a que 20 candidats par an, donc c'est la transparence. C'est-à-dire les jurys une fois par an pour ce type de certification de CAP de verrier, c'est une fois par an à tel endroit et à tel moment. On peut aussi disrupter en disant on va faire des jurys nationaux pour des petites certifications en visio, on peut utiliser plein de choses maintenant, et donc c'est d'être transparent, donc de bonne administration publique auprès du candidat. Si on n'arrive pas à faire 4 jurys, c'est pas très grave si on n'a pas beaucoup de candidats. C'est de les faire, c'est de le dire et de le communiquer de manière extrêmement clairement sur l'espace. Donc voilà, donc pour moi, ce concept de bonne administration publique, il est fondamental. Olivier, est-ce que tu peux nous évoquer le référencement justement de l'AP ? Est-ce que c'est un process facile ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Comment sont évaluées aujourd'hui les prestations des AP ? Alors, le référencement est assez simple, mais assez procédurier quand même. Pourquoi ? Parce que, notamment dans les organismes de formation, vous savez qu'on est très attentif à la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité des organismes de formation, donc on est un peu pénible. On a besoin de connaître toutes les données des entreprises sont publiques aujourd'hui. N'importe qui peut s'approprier un numéro Calliope, un numéro SIRET, etc. Donc on demande que le dirigeant ou son représentant référence sur le portail avec des pièces d'identité, une attestation de conformité fiscale et sociale. Enfin, l'idée, c'est qu'on soit sûr que la personne qui se déclare soit la bonne personne. Donc on est très attentif à la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité, parce que on sait que dans les organismes de formation, c'est quand même quelque chose d'assez, pas fréquent, mais régulier. Deuxièmement, c'est de s'assurer que l'AAP, et donc Calliope VAE, qui respecte bien les exigences de Calliope VAE, ou réputé de droit pour un certain nombre d'établissements, et donc qu'il a donc les compétences avérées. Ce qui veut dire que la réforme de Calliope, telle qu'elle est un peu envisagée, va aussi encore être accentuée sur les fonctions qui n'existaient pas avant sur la VE, sur ce travail de préalable, de positionnement sur ligne de certification, la trajectoire professionnelle. Et donc le dépôt se fait assez facilement, on fait des webinaires et rapidement, quand l'AAP est référencé, eh bien, il a un certificat de référencement qui va lui permettre de déposer une offre sur Calliope, sur EDOF, pour mon compte personnel de formation, qui pourra être garanti, qu'il pourra être sollicité dans les appels d'offres des entreprises ou des collectivités territoriales ou des branches quand ils lanceront des appels à projets. Et par contre, nous avons une mission qui est prévue dans la loi de contrôle. Non pas de contrôle sur les financements, ça relève du financeur, mais de contrôle du respect de la loi, entre guillemets, de la loi et des exigences du décret sur la qualité. On vient de lancer une série d'audits d'une quinzaine d'AP, et si on estime qu'il y a non-respect du cahier des charges, pendant la période d'audit, nous sortons de la visibilité de l'AP du portail, il n'est plus visible, pendant une phase contradictoire qui démarre au minimum sur 15 jours. Et donc notre idée, c'est plutôt de travailler sur la qualité de l'accompagnement, l'efficacité de l'accompagnement. On n'a pas prévu, très transparent, de mettre des notes aux AAP, parce qu'on est très, interrogatif sur la petite note qu'on met sur Google, des fois un peu lâchement, qu'on n'a pas le courage de dire au serveur que le service n'était pas bon, mais on va se lâcher sur Google. On travaillera avec les AP, c'est un sujet qui viendra vraisemblablement en 2026,
c'est comment on valorise l'expérience et l'efficacité des AAP à partir des données qui seront publiques, c'est-à-dire au bout de combien de temps l'AAP répond au candidat, au bout de combien est-ce que l'AAP fait bien de la réorientation, combien est le taux d'abandon, combien est le taux de réussite totale, partielle, donc plutôt des critères objectifs qui sont les critères de pilotage des AAP. Et donc on n'a pas encore complètement avancé là-dessus, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaillera vraisemblablement en 2026 pour que les candidats puissent aussi choisir avec des critères qualitatifs, comme quand vous choisissez une chambre d'hôtel avec des notations, mais là on va essayer qu'elle soit objective. Un délai pour le référencement, Olivier ? Non, le référencement, ça dépend après de l'efficacité de l'AAP, c'est toujours la même chose, mais on peut être référencé en 15 jours. 15 jours, 3 semaines maximum. On aime bien faire un petit webinaire avant le référencement, donc on en fait un tous les mois, un tous les 15 jours. Si vous loupez un webinaire, vous attendez un peu, parce qu'on aime bien présenter les fonctionnalités de l'espace, parce que si on ne le fait pas, on a des tonnes de questions au support, et ils sont 3 chez nous au support, que vous les connaissez tous, Robin, Mathis et Maël, tout le monde les connaît par son prénom dans toute la France. L'idée, c'est qu'il faut absolument prendre le temps de présenter ce qu'il y a dans le portail, et notamment les outils de pilotage et les outils de fonctionnalité. Et puis, par contre, pour les certifications, on peut être référencé en tant que certificateur en 24 heures. Ça va très très vite. Quand on intègre un certificateur, s'il y passe 20 minutes par certification, eh bien, il est référencé dans la journée. On a eu le cas encore la semaine dernière. On les a eu le matin au téléphone, le soir ils étaient sur le portail. Donc ça peut aller très vite sur les certificateurs, en moyenne c'est 2 ou 3 jours. Les architectes de parcours, c'est à peu près 15 jours. Et pas de... Excuse-moi, pas de nombre prévu, on ne limite pas l'ouverture. Non, on est sur un marché concurrentiel. Donc les accompagnateurs VAE qui se référencent sont tous les gens qui sont... Calliope VAE, c'est la seule exigence. On ne peut pas plafonner l'accès à un marché privé, puisque les financements ont beau être publics, c'est quand même un marché privé. Et donc tout candidat peut choisir Dupont Conseil ou l'excellent DAVA de Lille. Voilà, on n'a pas de sujet. C'est liberté de choix, liberté de prix, liberté des choses. Ok. Merci pour votre présentation. Un petit focus sur la VAE collective, puisque ce nouvel onglet est apparu aussi alors cet été, je pense. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, tu le rappelais Béatrice, que la VAE reste un outil, un levier dans l'entreprise, un outil de GEPP. Elle permet d'engager un ou plusieurs salariés dans une démarche de certification. On parlait de mobilité à l'interne, d'évolution professionnelle à l'interne ou de mobilité externe. Donc les avantages de la VAE collective restent, à travers les exemples que tu as présentés tout à l'heure, la fidélisation du salarié, c'est aussi important, une sécurisation de ses compétences et une réponse, dans le cadre de cette VAE collective sur France VAE, une réponse aux besoins de territoire, on l'a dit tout à l'heure, sur des métiers qui sont en tension. Du coup, comment ça fonctionne, cet onglet, comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. D'abord, comme à chaque fois chez France VAE, on teste avant d'élargir. Notre cercle vertueux de mesurer l'impact. On a ça tout le temps dans la tête. Et donc, on a sorti ce qu'on appelle un MVP, une version 0, Minimum Vital Project, au 1er septembre 2022, en embarquant une dizaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur, donc de la grande distribution, du commerce de détail, des métiers de la dépendance, des centres d'appel, qui accompagnent au minimum 8 à 10 personnes sur un projet collectif. Et donc, elles vont pouvoir créer leur compte et créer une cohorte, c'est-à-dire un groupe, de tel magasin à Marc-en-Barreuil, de tel magasin à Lille, et de suivre, de faire un appel d'offres si elles n'ont pas d'architecte de parcours, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien prendre la base des architectes de parcours référencés, faire un marché public ou un marché privé pour négocier les prix et les parcours. Elle peut aussi mettre le DAVA de Lille parce qu'elle a fait son business au préalable avec vous. Et donc, elle va choisir ses candidats. Donc, la première version, elle choisit ses candidats et ça va générer au bout de la cohorte un code
d'intégration sur le projet collectif que le candidat va recevoir pour ouvrir son espace avec ce code, et il retrouvera le diplôme choisi, l'accompagnateur choisi, et les modalités d'accompagnement qui ont été choisies conjointement entre l'employeur et son DAVA. Demain, et son accompagnateur, et l'employeur et l'accompagnateur. Demain, on devrait pouvoir transférer automatiquement les DSN des candidats pour qu'on n'ait pas à ressaisir les choses, et en même temps de pouvoir sortir des tableaux de bord par champ conventionnel, puisqu'on a des entreprises qui ont plusieurs conventions collectives dans leur même sein. Et il va falloir qu'elles aient des statistiques pour leurs IRP, leurs CE, leurs CCE. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir des tableaux de bord de pilotage, ils existent déjà, mais un peu plus complexes que ceux qu'on a sortis aujourd'hui. Et on attend les retours d'expérience, puisque les premiers groupes ont démarré le 10 septembre, pour pouvoir avancer plus loin dans les fonctionnalités du portail. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, un exemple très simple aujourd'hui, c'est une cohorte par diplôme. Pourquoi ? Parce que pour des problèmes de jury, ce qu'on voudrait, c'est que le certificateur ait aussi dans son espace, j'ai le groupe Tartampion sur lequel il faut que je donne la recevabilité en même temps. Et pour l'instant, on n'a pas encore découpé les groupes par certificateur, mais on est en train de le faire. Et donc pour l'instant, c'est un groupe en mode test avec un diplôme, un certificateur. Mais demain, on pourra faire un groupe avec plusieurs certificateurs. Deuxième chose, l'architecte accompagnateur de parcours dans son espace qui a été choisi retrouve la cohorte telle qu'elle a été conçue par l'entreprise, ce qui veut dire que quand ils vont parler des candidats, des suites parcours des candidats, ils parleront de la même chose, des mêmes groupes, des mêmes fonctionnalités. Et puis, oui. Tu parlais de porteur de projet. Oui. Ce porteur, c'est forcément une entreprise? Alors, le porteur de projet, c'est celui qui paye. C'est-à-dire, c'est celui qui amène des financements et qui est légitime pour choisir un accompagnateur et un modèle. Donc, ça va être une entreprise, ça peut être un OPCO, ça peut être une branche. On va lancer l'expérimentation là, dans les jours qui viennent avec un conseil régional dans une région avec des gens en situation de détention. Donc, c'est le conseil régional qui a choisi son AAP avec une structure et qui va payer l'AAP et qui donc porte le projet. Mais ça pourrait être une structure délégataire d'une fonction publique. C'est pas l'AAP qui fait un projet collectif. On est vraiment bien, c'est l'employeur, celui qui finance, qui pilote et qui négocie le démarche. Ce qui ne veut pas dire que les AAP, vous n'avez pas des fois des clients qui vous disent je vous ai référencé pour être la clé d'entrée de tous mes candidats qui vont faire une VAE sur le territoire. Eh bien, on va vous créer un espace de classement de vos AAP qui sera à part de vos candidats en projet collectif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre propre pilotage sur tous vos candidats du rectorat de l'Académie de Lille. Vous allez pouvoir créer le groupe de je ne sais pas quoi, le groupe de l'entreprise XY, le groupe suivi par Monique, le groupe suivi par machin. L'idée, c'est qu'on vous donne des outils qui vous permettent aussi de concaténer la donnée en tant qu'accompagnateur. Donc, on attendait de finir l'espace grande entreprise, projet collectif, pour enclencher ce travail avec vous. C'est prévu en déploiement courant décembre, donc ça va être assez vite. Et là, c'est une des demandes qui avaient été formulées les AAP dans les ateliers itératifs que nous avions conduits cet été, puisqu'on fait des ateliers avec les acteurs, on rassemble jamais tous les AAP de France, mais on choisit des AAP types, c'est-à-dire des modèles d'AAP, des structures dépendantes de ministères, des structures indépendantes, privées, publiques, des petits AAP, des simples consultants, des petits groupes, et d'avoir une espèce de photographie de toute la représentativité de votre secteur pour pouvoir construire les fonctionnalités. Donc les ateliers qui ont été faits au mois d'août vont donner des améliorations, puisqu'on va prendre en compte les demandes, bien évidemment. Alors après, on est obligé de les classifier dans le temps, on est comme tous, on a des problèmes de budget, donc il faut qu'on fasse une feuille de route numérique, mais les projets collectifs côté AP, le pilotage de cohorte au sein du portail AP est prévu pour décembre. La notion de jury, elle est importante, et en même temps, la VAE collective, ça donne une autre dynamique à la VAE. On a une cohorte qui avance. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment la grosse différence par rapport à un parcours individuel. Donc on peut dire que les enjeux et perspectives, alors 2026, 2027, en tout cas 2027, restent quand même l'objectif national ambitieux qui était le maintien de 100 000 parcours VAE par an d'ici 2027. France VAE comme guichet d'entrée unique au 1er janvier 2026, toutes les certifs, mis à part les quelques exceptions dont tu as parlé tout à l'heure, seront sur le portail. Donc on est bien quand même aujourd'hui, après plus de 2 ans d'expérimentation,
sur on va dire un modèle de simplification pour la VAE, de simplification pour le candidat, pour l'architecte accompagnateur de parcours. Pour le certificateur, peut-être pas encore, mais c'est en cours. Ça vient. On y travaille. Donc voilà. En fait, c'est des certificateurs de petite taille. Donc, c'est-à-dire un certificateur qui avait 10, 15 certifications, ou 2, 3 certifications. Si vous saviez comme ils nous regardent avec des yeux d'amour, et ils n'ont pas d'outils, ils n'avaient rien. Ah oui, nous on avait les nôtres, on ne veut pas prendre les vôtres. Et en fait, les certificateurs de taille moyenne ou de petite taille, même dans les ministères, je pense par exemple au ministère de l'Agriculture, qui est un gros ministère, mais qui fait peu de VAE, avec quasiment pas d'outils. Et donc, c'est compliqué de mélanger des gens très structurés comme vous l'êtes vous, à des ministères qui sont moins structurés, ou des certificateurs qui sont pas du tout structurés. Et donc, en fait, l'idée, c'est de toujours trouver le modèle qui aille à peu près à tout le monde, et qui satisfasse tout le monde, toujours dans ce côté, qu'est-ce que ça apporte aux concitoyens. C'est vraiment pour nous essentiel, et c'est vrai que ce qui est important, c'est... Ça faisait 20 ans, 22 ans que la VAE existe, maintenant 23 ans. Quand Carole Grandjean, enfin Elisabeth Borne a impulsé cette réforme 20 ans après, il n'y avait pas eu de toilettage de la VAE. Et c'est vrai que l'éducation nationale, avec la VAP, avec l'histoire de la création de la VAE avec le cabinet de Péry et avec Vincent Merle, a donné un souffle incroyable. Et grâce à l'éducation nationale, à la VAE, 20 ans après, on savait tous que ça s'essoufflait tous, hein, enfin, on avait bien conscience de cela. On ne fait pas une réforme en 2 ans, enfin en 1 an. Je pense qu'on a lancé une dynamique importante de modernisation, de simplification, de sécurisation des parcours des usagers. Et donc tout ça, ça prend du temps, mais la perspective avance. Et c'est vrai que aujourd'hui, le nouveau ministre du Travail, qui est là depuis maintenant 15 jours, j'espère qu'il va rester un peu plus longtemps, dans ces 2 interventions publiques, il a bien parlé de la VAE et surtout de la fin de la réforme, texte qui nous manque encore ici ou là. Et donc il y a une vraie volonté politique de poursuivre le travail initié par Elisabeth Borne, puis Carole Grandjean, enfin Olivier Dussopt, Carole Grandjean et Astrid Panosur-Bouvet, de le poursuivre maintenant. C'est vrai que la stabilité politique fait que c'est compliqué des fois de suivre une réforme telle que celle-là, qui est une réforme importante, mais qui n'est pas non plus stratégique dans le fonctionnement de l'État. Et donc, voilà, on avance. Il y a encore des choses à améliorer. On est très content de la dynamique qui est faite autour de ce futur, enfin de ce nouveau service public, avec les certificateurs publics, ministériaux, et le secteur privé, bien évidemment. Et je trouve que c'est bien ça aussi notre tradition en France, hein, de travailler État, territoire, secteur privé, secteur public et partenaires sociaux, tous ensemble pour réussir quelque chose. Alors, on arrive à la fin de notre présentation. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, hein. Donc, forcément, les 15 minutes qui étaient consacrées aux questions vont être... Pardonnez-nous, je pense qu'on ne répondra pas à tous. Alors, bon, il y a un sujet qui revient régulièrement, la VAE pour la fonction publique. Oui. Est-ce que tu peux en dire quelque chose ? C'est très, très simple. C'est simple et compliqué à la fois. Les textes qui ont été publiés... qui sont publiés au JO, ne concernent que le champ du Code du travail, du secteur privé. La fonction publique a un code spécifique pour les 3 fonctions publiques, État, territorial et hospitalisation publique. Il nous faut une transcription des dispositions du Code du travail vers le Code de la fonction publique. Il suffit d'un décret, faut-il encore le prendre, qu'on ait un ministre, faut-il qu'on ait un ministre stable qui ait le temps de comprendre, etc. Et là, c'est la même chose. Est-ce que la VAE, c'est le dossier qui arrive en haut de la pile du ministère de la fonction publique ? Je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Donc, ça pourrait arriver très vite. Rien n'empêche de le faire. Mais aujourd'hui, effectivement, la fonction publique territoriale, enfin, les 3 fonctions publiques ne peuvent pas appliquer les dispositions nouvelle du Code du travail. C'est un vrai sujet. Et là, ça fout le bazar chez les gros certificateurs, notamment vous, je le sais, mais aussi la cohésion sociale, la santé. On parle de pas non plus 350 000 diplômes stratégiques, on parle d'une dizaine de diplômes stratégiques. Donc ça crée toujours une deuxième entrée. Ça crée une deuxième entrée, mais souvenez-vous, quand le DIF a été créé, et le CPF a été créé, les 3 fonctions publiques ont mis un temps fou à transcrire dans leur code la fonction publique. Bon, là,
ce serait beaucoup plus simple parce qu'on a prévu des dispositions pour le faire, mais ça fait partie des chantiers que doit conduire le nouveau ministre Jean-Pierre Farandou avec son collègue de la fonction publique. Je sais que les administrations des GEFP, des GAP se parlent. Maintenant, on espère que ça pourrait aller assez vite. On espère. Alors, je regarde les questions. Comment on identifie l'architecte accompagnateur de parcours? Un site en particulier? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de site internet qui répertorie cela. La base des AAP sera publique très bientôt. L'idée, c'est que tous les AAP qui sont référencés soient lisibles. Alors, c'est lisible dans l'espace candidat, c'est lisible dans l'espace certificateur, c'est lisible dans l'espace envoyé, mais ce n'est pas lisible en public. Oui. Voilà. L'AAP peut donc être généraliste, même si au départ, c'est une question de Guénia, même si au départ, il était seulement sur une filière spécifique. Alors, généraliste, on peut être généraliste, c'est bien se mettre sur tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Que les spécificités des certificateurs et quand même nécessitent une gymnastique. Alors, ceux qui sont inscrits au RNCP, c'est-à-dire les certifications non de droit, c'est-à-dire les diplômes, sur le RNCP, c'est assez modélisé, c'est assez bien fait. On n'a pas de sujet là-dessus. Par contre, sur les diplômes de droit qui ne sont pas forcément découpés par bloc, qui ne respectent pas forcément les process du RNCP, c'est déjà plus compliqué. Et je m'interroge toujours la capacité de faire l'accompagnement d'un premier niveau jusqu'à un master. Donc, vous pouvez paramétrer votre portail par niveau. Je pense qu'il vaut mieux être pas trop gourmand, dire bon, allez, je suis capable de faire du niveau CAP jusqu'au niveau bac dans telle et telle filière, et puis peut-être d'élargir éventuellement par petits bouts. Parce que ce qui est terrible, c'est la réorientation. Quand un candidat vous choisit et que vous le refusez, nous on le sait. Ce qui veut dire que les taux de réorientation, s'ils sont élevés, c'est pour nous un petit bip 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 bip, non-respect du cahier des charges, puisque quand vous êtes référencé sur la totalité de la filière, vous ne pouvez plus refuser de candidat, exceptionnellement. Mais si on s'aperçoit on a vu des AP qui refusaient 10-15% des candidats, on l'a enlevé leur visibilité tant qu'ils ne se mettaient pas à jour sur leur choix. Belle précaution. Voilà. Cette nouvelle modalité. Donc attention, on n'est pas 4x4, on est aussi des humains. Cette fonction d'accompagnement nécessite aussi, d'architecte, un peu de savoir-faire, de compréhension de ce que sont les champs conventionnels, de la classification des titres et des diplômes sur les conventions collectives, les niveaux, lire un référentiel autant de l'enseignement supérieur qu'un celui d'un ministère du Travail, qui est d'une simplicité redoutable, mais je vous invite à lire le référentiel d'agents des services hospitaliers, il faut sortir de Polytechnique pour le comprendre. Donc il y a niveau CAP, niveau bac, donc je pense que le référencement généraliste n'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà être une grosse structure avec une diversité de consultants, en sachant qu'il y a des branches qui, elles, vont financer des parcours particuliers et sur lesquels elles vont être très attentives à la qualité du référencement. Résultat toujours, Olivier. Voilà, ce sera le résultat. On attend. Donc moi, je pense que vaut mieux démarrer petit. Oui. Dans une ligne de certification ou deux, se former, embaucher d'autres consultants qui ont une autre expérience. Voilà, donc ça me semble plus raisonnable. Voilà. Ouais, je rejoins le propos parce que l'objectif final, c'est toujours la présentation au jury. Ça veut dire que la personne qui a été accompagnée mais qui ne présente pas les attendus devant le jury, malheureusement, on aura un résultat qui ne sera pas, je dirais, une réussite et les conditions de réussite ne seront pas réunies. Alors, il y a des questions sur les financements. Alors, on ne sera pas en capacité de vous répondre sur les financements, sur la façon d'intégrer dans le CPF ou sur les abondements région, parce qu'on est comme vous, on a assisté, c'est tenu il y a 15 jours un webinaire, notamment là, pour la région Hauts-de-France. Donc, nous, on n'a pas forcément la réponse sur les abondements. Je ne peux pas... Alors, oui, on vous a effectivement annoncé qu'il y avait un abondement région, une participation aussi de France Travail sur les frais annexes. Mais aujourd'hui, dans la faisabilité, aujourd'hui, c'est pas... on a reconduit... Alors, le chèque passe VAE pour l'abondement région sur la partie accompagnement. D'accord. Voilà, mais voilà, c'est en tout cas
pas encore activé, mais ça ne saurait tarder. Ah, d'accord. Et sur les frais de jury, oui, alors effectivement, qui ne sont pas forcément J'ai vu une candidature de Sandrine. Alors là, c'est un petit truc. Je vous invite à déposer sur Aide-Offres des offres par grande filière. C'est-à-dire, je dépose une offre du secteur sanitaire et social sur lequel les prix jury sont uniformes puisque c'est gratuit. Ou de réfléchir à regarder dans les frais de certification combien ça coûte en moyenne, puisqu'on est toujours sur une offre globale. Et donc c'est sûr que si vous déposez une offre d'accompagnement général de généraliste et que vous avez un certificateur qui demande 1 500 € de certification et puis à côté c'est 0, ça ne va pas faire la même tête au devis. Donc je vous invite à déposer plusieurs offres sur Aide-Offres. En tout cas, c'est ce qu'on avait convenu avec mon compte personnel formation. Donc offre du DAVA du secteur sanitaire et social, offre du DAVA des filières industrielles, offre du DAVA de je ne sais quoi, de réfléchir à comment. Puis après, vous pourrez changer. Mais tant que c'est pas tout ça stabilisé, vous avez plutôt intérêt soit à faire une offre globale en disant on fait une offre globale accompagnement DAVA en la mettant assez élevée, mais en précisant bien que ce sera adapté en fonction des besoins du candidat. Bon, si vous faites une offre aux alentours de 5 000 € tout compris, vous passez partout à peu près. Donc soit vous spécialisez votre offre par domaine, soit vous faites une offre très généraliste en précisant bien que c'est l'offre que doit choisir le candidat DAVA Lille ou Greta je ne sais quoi, qui est évidemment ajustée puisque le devis va être inférieur à l'offre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'offre peut être globale, mais c'est en fonction du besoin du candidat. C'est ça. On réalise le devis en fonction des besoins du candidat. Oui. Et pour l'éducation nationale, je ne l'ai pas spécifié, mais on est bien à 300 €. Et ces 300 € sont notés sur les fiches. Ouais. Tout le monde a rempli ses coûts de jury, sauf le mauvais élève, le ministère du Travail. C'est en cours. Parce qu'en fait, le ministère du Travail a un sujet, c'est que les centres d'examen, enfin les centres délégués qui travaillent sur les titres du ministère du Travail peuvent être aussi centres d'examen et qu'il n'y a pas eu d'homogénéisation des coûts. Contrairement à chez vous, vous êtes une administration centrale, comme vous décidez, il n'y a pas de problème. Il ne reste que ce ministère-là qui n'a pas fixé encore ses coûts, mais c'est imminent. Donc vous avez dans chaque certification les coûts. Et là encore, le certificateur est libre de ses coûts de certification. Alors on a une question sur est-il prévu d'instaurer un vrai service d'information sur la VAE préalablement à l'inscription des candidats sur France VAE et le choix de l'APP? Ça, je pense que dans le comité interministériel, il a quand même été rappelé que la communication doit aussi être portée par les régions, par les OPCO, par les CEP. Il y a aussi les conseils en évolution pro. Je pense qu'il y a effectivement... Alors, effectivement, on ne va rien créer du tout. On va utiliser ce qui doit être fait, ce qui est fait. Les conseils régionaux ont une mission d'information, d'orientation sur la VAE pour les publics demandeurs d'emploi. C'est inscrit dans la loi. Donc ils doivent effectivement le faire, comme l'éducation nationale d'ailleurs. Mais vous, c'est tout le monde. Les conseils régionaux, c'est un minimum, effectivement, les conseils régionaux avec leurs points relais conseils. Donc j'insiste lourdement sur l'utilité de ces points relais conseils. Les acteurs du CEP ne sont pas forcément c'est un petit bout la VE, ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas forcément qualifiés là-dessus, donc c'est un vrai sujet, l'articulation entre les CEP et les points relais conseils et les opérateurs de compétences dans leur mission d'information d'orientation auprès des entreprises. Il faut aussi qu'ils prennent en main ce rôle-là. On les voit en ce moment, on travaille beaucoup avec eux, mais il faut aussi que vous sachiez que la réforme avance, que les problèmes budgétaires ne facilitent pas les choses, parce que qui dit doit faire, c'est toujours un peu d'argent. Et donc, ça va prendre un peu de temps, mais je ne désespère pas, en tout cas qu'en 26, tout ce qui est autour de l'information, de l'orientation est important. On voit qu'on a beaucoup de candidats qui viennent sur la plateforme chercher de l'information, mais qui ne vont pas plus loin. Ça double tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais qui ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'on voit bien que le travail d'orientation n'est pas fait, ou n'est plus suffisamment fait au niveau des territoires en amont, parce que en fait, on devrait arriver sur la plateforme quasiment quand son projet est prêt. Quasiment quand son projet, on n'a pas de mission d'orientation avant. Juste rebondir sur le fait qu'on a des acteurs, Point Relais Conseil, Conseil en évolution professionnelle, même les conseillers France Travail. Toutes ces personnes, moi je les invite à se rapprocher des DAVA. On a quand même un DAVA
par territoire. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de co-animer des choses, hein, on ne peut pas être expert de tout, mais n'hésitez pas, ça permettra de qualifier votre information et de... Et puis vous avez à Lille un outil extraordinaire qu'elle sert, le Cariforef, le CR2EP qui fait un travail remarquable sur la VAE. Enfin, faut le souligner parce que il n'y en a pas beaucoup qui le font de cette manière-là. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je les salue. Oui. Mais c'est vrai que votre région est plutôt dynamique là-dessus. Oui. Le prisme de la région Nord n'est pas tout à fait, Hauts-de-France n'est pas tout à fait le prisme national, hein, moi qui vois tout ça. Donc vous avez une chance, c'est que vous avez un outil territorial porté par l'État, la région, qui est le C2RP, qui fait un énorme travail d'information sur le sujet. Le réseau d'AVA ici aussi. Mais voilà, donc ne pas hésiter, se rapprocher. Voilà, vraiment. Alors, on m'indique que le temps est dépassé, hein. On s'en doute un petit peu. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Encore désolée pour les petits aléas du démarrage et du direct. Passez une bonne journée et puis à très bientôt. Et merci encore de votre participation. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.